Salut à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de France. Alors tout commence en 35 000 avant Jésus-Christ, lorsque l'Homo sapiens occupe le territoire. Le problème, c'est qu'on se les pèle parce qu'on est en pleine ère glaciaire, ce qui fait que pas d'agriculture possible et que l'Homo sapiens est principalement chasseur-cueilleur. Mais en 10 000 avant Jésus-Christ, le climat se réchauffe et l'Homo sapiens commence à se sédentariser, à développer l'agriculture et à se rassembler pour former des peuples et des civilisations. Ce qui fait qu'en 600 avant Jésus-Christ, la civilisation des Grecs de Phocée longe la Méditerranée pour installer ses colons dans le sud de l'actuelle France et va créer des villes comme Marseille, Nice ou encore Antipolis. Au même moment au nord, c'est le peuple des Celtes qui longe le Danube et qui va aller s'installer dans tout le nord de la France. Alors la civilisation des Celtes va se développer avec leurs druides, leurs dieux, leur langue celtique aussi. Et on arrive au 3e siècle avant Jésus-Christ, lorsque la République de Rome se développe. Et elle veut posséder tout le bassin méditerranéen parce que c'est un grand espace d'échange et de commerce. Ce qui fait qu'ils vont envahir le territoire des Grecs de Phocée et arriver directement en contact avec la population des Celtes qu'ils vont appeler les Gaulois. Et là, on arrive à l'époque de César en 58 avant Jésus-Christ. Ce qu'il faut savoir, c'est que le peuple celte est composé de multiples clans rivaux qui se font la guerre. Et Jules César va utiliser la rivalité entre ces clans pour conquérir toute la Gaule. La résistance va se former autour de Vercingétorix, le chef des Arvennes, et ils vont combattre pendant 10 mois les forces romaines, mais à la fin des 10 mois, à la fin du siège d'Alésia, ça va être la défaite des Celtes, et Vercingétorix va se livrer à César, et il va mourir étranglé dans une prison à Rome. Donc la Gaule est désormais un protectorat romain. Donc par la suite, César va se faire assassiner et ce sera sous le règne du premier empereur romain Octave Augustus que la Gaule va être divisée en 3 territoires. La Gaule aquitaine, la Gaule lyonnaise et la Gaule belgique. Et ce sera Lugdunum, le futur Lyon, qui va devenir la capitale des 3 Gaules. Alors le temps passe, de nombreuses villes sont créées, des aqueducs, des amphithéâtres, etc. Et les Gaulois vont au fur et à mesure se fondre dans la culture et dans la religion romaine et vont devenir des Gallo-Romains. Jésus naît et le christianisme se répand dans tout l'Empire romain. Mais par contre, les chrétiens sont totalement torturés sous l'Empire romain. Ce qui fait qu'il va falloir attendre 312 après Jésus-Christ pour que l'empereur Constantin se convertisse au christianisme et mette fin à la persécution des chrétiens. Mais en 408 après Jésus-Christ, les Huns blancs venus d'Asie centrale et menés par le célèbre Attila décident de conquérir le monde. Ils vont alors créer un immense empire en Europe, repoussant ainsi les peuples germaniques vers l'ouest. Les Wisigoths, les Burgondes, les Alamans, les Vandales et les Francs vont alors s'éparpiller sur tout l'Empire romain et s'y installer. C'est ce qu'on appelle les invasions barbares. Mais en 451 après Jésus-Christ, c'est au tour des Huns d'envahir la Gaule. Et en fait, ils vont être repoussés par une alliance de tous les nouveaux peuples lors de la bataille des Champs cataloniques. Et après cette victoire, les cultures germaniques et gallo-romaines vont se mélanger, ce qui fait qu'en 496 après Jésus-Christ, Clovis, le roi des Francs, va devenir le premier roi barbare germanique à se convertir au christianisme. Il va ainsi gagner l'appui de l'Église, ce qui va lui permettre d'étendre le territoire du royaume des Francs. C'est le début de la dynastie des Mérovingiens. S'alternent alors des périodes de division et d'unification, notamment avec Clotaire et Dagobert. Mais à la mort de Dagobert en 639, le pouvoir des rois est très limité, ce qui provoque la fragmentation du royaume. En 690, le maire du palais d'Austrasie, Pépin de Herstal, s'impose et prend le pouvoir. Pépin de Herstal a un fils, Charles Martel. Mais avant de parler de Charles Martel, allons voir ce qui se passe du côté du Moyen-Orient. Parce qu'au début du 7e siècle, le prophète Mahomet a réussi à unifier des peuples arabes autour de la religion de l'islam. Et à sa mort, en 622, les peuples arabes musulmans vont décider de mener une guerre sainte pour répandre l'islam dans le monde. Le califat arabe va alors s'étendre très rapidement jusqu'à atteindre la France en 719, où ils vont être appelés les Sarrasins. Alors pourquoi Sarrasins? Parce que Sarrasin vient du latin Saraceni, qui signifie les orientaux. Et c'est Charles Martel qui va repousser pour la première fois les Arabes entre Tours et Poitiers, et qui va réitérer l'exploit à Avignon. C'est pourquoi il va devenir aux yeux de l'Église le gardien de la chrétienté, et va prendre la tête du royaume. Son fils Pépin le Bref va créer la dynastie des Carolingiens, et va aussi conquérir l'Aquitaine. Et son petit-fils Charlemagne va se faire sacré empereur en l'an 800. Et le mot sacré est très important car pour la première fois, la royauté devient un droit divin. L'Église n'est plus séparée de l'État. Charlemagne conquiert alors de nombreux territoires et l'Empire des Francs va alors arriver à son apogée en termes de puissance et d'influence. Puis c'est Louis le Pieux
qui prend la succession de l'Empire. Mais à la mort de Louis le Pieux en 842, ses 3 fils vont se faire une guerre de succession, et ils vont diviser l'Empire en 3. La Francie occidentale, la Lotharingie et la Francie orientale. 3 raisons vont alors entraîner la chute de l'Empire carolingien. Premièrement, les 3 rois se font la guerre, ce qui les affaiblit fortement. Deuxièmement, c'est à ce moment-là que 3 peuples vont envahir simultanément le territoire. Les Vikings venus du nord, les Magyars venus de l'est et les Sarrasins venus du sud. Troisièmement, le roi perd progressivement ses pouvoirs au profit des seigneurs des nombreuses principautés. C'est ce qu'on appelle le système féodal. Et les duchés et comtés autonomes vont alors construire des châteaux forts, d'abord en bois, puis en pierre, pour se défendre contre les invasions. En 911, les Carolingiens perdent définitivement la Francie orientale, qui devient la Germanie. Et la même année, le roi de la Francie occidentale se voit obligé de donner du territoire aux chefs vikings Rollon pour limiter leur invasion. Pour la petite anecdote, les descendants de ce chef viking Rollon vont former le très puissant duché de Normandie, donc Normandie qui veut dire la terre des hommes du Nord, viking donc, et l'un de ses descendants, Guillaume le Conquérant, va conquérir l'Angleterre et devenir roi d'Angleterre en 1066. Mais revenons un petit peu en France. En 987, l'Église a un très fort pouvoir, et elle décide de soutenir un homme pour qu'il réinstaure un pouvoir centralisé. Cet homme, c'est Hugues Capet. Il va devenir roi de ce qu'il appelle la France et va créer la dynastie des Capétiens. Et c'est la première fois qu'un roi est choisi directement par l'Église. Le roi est dorénavant le représentant du Christ sur terre. Donc on l'a compris, l'Église a à ce moment-là un très gros pouvoir et cela va créer des tensions. En 1054, un gros conflit concernant la question du filioque, donc je vous laisse regarder ça sur internet, va provoquer le grand schisme et sépare la chrétienté en 2 courants, les catholiques et les orthodoxes. Mais malgré ces 2 courants, il y a toujours la tradition chez les chrétiens de faire le pèlerinage vers Jérusalem, en accord avec les empires arabes musulmans qui sont sur place. Mais à la fin du XIe siècle, les Turcs envahissent la Terre Sainte, et ce qui fait qu'ils empêchent les chrétiens de faire leur pèlerinage. Ni une ni deux, le petit peuple de France prend les armes, et 50 000 pouilleuses s'en vont en guerre sainte pour libérer Jérusalem. C'est la première croisade. Mais les mecs se font massacrer. Bien sûr, c'est pas des soldats, c'est des paysans, c'est des artisans, etc. Ils se font éclater. Et donc la France va cette fois envoyer de vrais chevaliers pour libérer Jérusalem, et va gagner. Et c'est ainsi qu'ils vont envahir le territoire. Beaucoup de soldats français vont alors s'installer sur ce territoire et créer les États latins d'Orient. Et alors ils vont être en contact direct avec la culture turque et vont découvrir des institutions trop cool comme les tribunaux et les hôpitaux, ce qu'ils vont exporter en France à la suite. On crée aussi l'ordre des Templiers en 1129, en gros c'est des moines guerriers quoi, et ceux-ci vont défendre la Terre Sainte et les pèlerins. Vont s'en suivre durant les 2 prochains siècles 7 nouvelles croisades, et elles vont toutes être un fiasco total. Au mieux, les mecs ils rentrent bredouille, ou au pire, ils vont carrément finir noyés, ou même attaquer leurs alliés orthodoxes plutôt que les musulmans. Ça va tellement être du n'importe quoi, qu'à la fin de la 4e croisade, on laissa croire que seuls des enfants innocents pourraient miraculeusement libérer le Saint-Sépulcre. Ils vont donc envoyer 30 000 enfants en Terre Sainte, mais bien sûr, sur le chemin, ces enfants vont se faire enlever et vont être vendus comme esclaves. Voilà. Mais revenons en France. Suite à la 2e croisade, la reine de France, Aliénor d'Aquitaine, décide de quitter son mari, qui est accessoirement le roi de France, Louis VII, pour aller se marier avec Henri de Plantagenet, qui est aussi duc de Normandie et comte d'Anjou. Et donc en fait, à eux deux, ils vont avoir un énorme bout de territoire, quoi. Et lorsqu'en 1153, Henri Plantagenet conquiert l'Angleterre, et ben en fait, tous ces territoires vont devenir anglais. Et là, la France, elle est dans la big mouise, parce qu'elle menace de se faire assimiler à la fois par l'Angleterre et par le Saint-Empire germanique. Mais en 1223, le roi français Philippe Auguste va réussir à reconquérir tous ces territoires et par là même à réunifier la France et mettre fin au système féodal. Et lorsque Louis IX dit Saint-Louis lui succède sur le trône, le royaume de France est le plus peuplé, le plus riche, le plus puissant et le plus influent de la chrétienté. Avec Saint-Louis, les rois de France appartiennent désormais à la lignée d'un saint. Même le pape ne fait plus le poids, et le roi devient de plus en plus tout-puissant. Mais après le beau temps, la pluie. A l'époque, les mariages étaient très utilisés pour créer des alliances avec les autres pays. Et c'est pourquoi Philippe le Bel, le nouveau roi, va marier sa fille
au roi d'Angleterre, donc superbe alliance, et ces deux-là vont avoir un fils, Édouard III, qui va lui-même devenir roi d'Angleterre. Puis Charles IV succède à Philippe le Bel, mais à sa mort en 1328, Charles IV n'a pas de successeur à part Édouard III. Or, donner le pouvoir à Édouard III revient à assujettir la France à l'Angleterre, ce qui plaît évidemment pas trop à la famille royale. C'est donc Philippe VI, le cousin germain de Charles IV, qui monte sur le trône. Et du coup, ça crée de grosses tensions entre Édouard III et Philippe VI, ce qui aboutit à la guerre de 100 ans. Les soldats français vont se faire massacrer. L'Angleterre va gagner toutes les batailles, notamment grâce à sa flotte navale qui est super stylée et à ses arcs longs qui étaient hyper efficaces à l'époque, et ça je te dis que c'était de l'innovation. Mais ce ne sont pas que les soldats qui vont mourir, car en 1348, la peste noire se répand en Europe et va tuer un Européen sur deux, c'est-à-dire 25 millions de personnes. Et donc en fait, la France est extrêmement fragilisée par la guerre, par la famine et par la maladie. Et donc il y règne un climat de terreur. Il va y avoir une petite accalmie durant le règne de Charles V, mais à sa mort, ça va reprendre de plus belle. Et là, les Français en ont marre. Ça fait 80 ans qu'ils sont en guerre. Eux, ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est la paix. Et en 1420, Charles VI, dit le fou, va déshériter son propre fils pour donner le pouvoir au roi d'Angleterre. Deux clans se forment alors. Les Bourguignons et les Bretons vont être du côté des Anglais, et le Pays de la Loire et les Armagnacs vont être du côté de Charles VII. Gros massacre, climat de terreur et énormément de destruction. Mais la résistance française va sortir de ses décombres avec Jeanne la Pucelle qui entend la voix du Seigneur qui la pousse à libérer la France. Sa foi en Dieu et son patriotisme va rallier un grand nombre de Français et redonner sa force au peuple. Et contrairement à ce qu'on peut penser, Jeanne d'Arc était le contraire d'une folle. Elle était très calme et posée, déterminée et très cohérente dans ses propos. Elle parvient à faire tomber le siège d'Orléans et permet à Charles VII de se faire sacrer à Reims, où il va pouvoir devenir le roi de France légitime. Mais alors que Jeanne d'Arc se démène pour libérer Paris en chevauchant son cheval rouge, Charles VII peine à décider d'une stratégie à adopter et reste à ne rien faire. Jeanne d'Arc va être faite prisonnière et livrée aux Anglais, qui vont la juger hérétique et la brûler vive à Rouen en 1431. Charles VII finit par libérer Paris et met fin à la guerre de 100 ans qui a en fait duré 116 ans. Et par le jeu des conquêtes et des mariages, la France recouvre rapidement sa puissance et étend son territoire. En 1515, c'est François Ier qui arrive au pouvoir et gagne directement la bataille de Marignan contre les Suisses. Il va d'ailleurs faire une grosse propagande autour de cette victoire pour bien montrer qu'il est un roi stylé. Mais au même moment, arrive au pouvoir Charles Quint, de la famille des Habsbourg, qui, par le jeu des alliances et des mariages dans sa famille, hérite d'un immense empire. Et pour rivaliser avec cette grande puissance, François Ier va mettre en place la monarchie absolue. Et il va aussi se distinguer en développant les lettres en France. Mais entre-temps, dans le Saint-Empire, un prêtre nommé Martin Luther dénonce les travers de l'Église catholique, et notamment du système des indulgences, qui consiste à ce qu'on se fasse pardonner de ses péchés par l'Église en échange d'un don d'argent. De nombreux princes allemands vont se rallier à sa cause, et ils vont être appelés plus tard les protestants. Ce mouvement va aussi se propager en France, où les protestants vont être appelés les huguenots, et les huguenots vont se faire massacrer durant tout le XVIe siècle, jusqu'à arriver à la Saint-Barthélemy en 1572, qui va se propager dans toute la France, et qui va provoquer la mort d'entre 15 et 30 000 huguenots. En 1588, l'héritier légitime du trône, c'est Henri de Navarre, futur Henri IV. Mais le problème, c'est que Henri de Navarre, il est huguenot, et donc il s'attire les foudres de toute la communauté catholique de France. Et après 2 ans de bataille acharnée pour accéder au trône, il va finir par accepter de se convertir au catholicisme pour pacifier la France. Mais il ne va tout de même pas abandonner les protestants, ou les huguenots, car il va promulguer en 1598 l'édit de Nantes, qui autorise la liberté de culte et l'égalité des droits des huguenots. Et pour unifier le peuple contre un ennemi commun, Henri IV va lancer la France à la conquête de l'Amérique du Nord et y créer la Nouvelle France, mais il va être assassiné en 1610 par François Ravaillac. Par la suite, Louis XIII et le cardinal Richelieu vont déclarer la guerre à la dynastie des Habsbourg, qui deviennent bien trop puissants, et cette guerre va durer jusqu'en 1659.
Et c'est à ce moment-là qu'arrive au pouvoir Louis XIV et il développe à l'extrême l'absolutisme royal. Tout d'abord, l'armée qui était détenue auparavant par différents nobles revient aux mains de Louis XIV qui en profite pour l'agrandir énormément. Deuxièmement, c'est le roi maintenant qui nomme les prêtres, ce qui veut dire que l'église est sous le contrôle du roi. Troisièmement, il montre aux puissances étrangères qui est le patron en agrandissant les frontières françaises et son empire colonial en Nouvelle-France et aux Antilles, où il va exterminer les populations locales pour instaurer le commerce triangulaire. Alors qu'est-ce que c'est le commerce triangulaire? Ils vont enlever les Africains pour les faire travailler dans les plantations des îles antillaises et importer les matières premières en Espagne, en Angleterre et en France. Enfin, il révoque l'édit de Nantes pour la bonne raison que tout le peuple doit avoir la même religion que le roi, ce qui provoque un exil massif des Huguenots. Donc l'absolutisme royal semble ne plus avoir de limite, et les puissances étrangères n'aiment pas ça, ce qui fait que les princes allemands, l'Angleterre, les Provinces-Unies et l'Espagne vont s'allier et déclarer la guerre à la France en 1689, et cette guerre durera jusqu'en 1714. 400 000 Français partent à la guerre, et cette guerre va provoquer une énorme famine en 1709 et une grande misère en France. Et après la mort de Louis XIV en 1715, un parlement va se créer, ce qui va affaiblir encore plus la monarchie, et le peuple va découvrir de nouveaux modèles de société chez les Hollandais et les Anglais. La France va copier ces pays sur de nombreux points, notamment avec la création des banques, la création de la Compagnie des Indes françaises, ou encore et surtout avec l'apparition de journaux indépendants critiques. C'est la révolution des esprits, avec Marivaux, Voltaire, Rousseau, Diderot ou encore Montesquieu. Pour la première fois dans l'histoire nationale, un pouvoir intellectuel se crée en dehors des institutions monarchiques ou religieuses. C'est l'esprit des Lumières, on discute, on conteste, on remet en question. Grâce aux journaux, alors que la famine sévit, le peuple s'aperçoit des dépenses folles de la famille royale, et le roi devient ainsi l'incarnation des inégalités. Et quand Louis XVI veut faire un emprunt de 420 millions de livres et endetter ainsi le pays sur des générations, même la bourgeoisie d'affaires, appelée aussi le tiers-état, se retourne contre lui. Tout va alors très vite. Le 20 juin 1789, les députés du tiers-état se réunissent dans la salle du jeu de paume pour rédiger la Constitution. Ils créent l'Assemblée nationale. Le pouvoir législatif est désormais séparé du pouvoir exécutif. Le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille, et le 26 août, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Révolution française est en marche. Mais deux camps se créent parmi les révolutionnaires. Les modérés qui veulent une monarchie constitutionnelle et donc qui veulent s'en arrêter là avec la Révolution, représentés par Barnave et Lafayette, et les radicaux, aussi appelés les sans-culottes, qui veulent la proclamation de la République avec Danton et Robespierre. Mais de son côté, Louis XVI appelle à l'aide l'Empire germanique et la Prusse pour attaquer le peuple français révolté, ce qui va rassembler tout le peuple français autour des radicaux. Aux armes, citoyens! Robespierre prend les commandes et décide d'éliminer tous ceux qui s'opposent à lui. Louis XVI est guillotiné parmi 100 000 autres personnes, dont Danton, son ancien allié. Tout le monde est suspect, c'est la terreur. Robespierre est renversé en 1794 et c'est le centre, les républicains thermidoriens, qui prennent le pouvoir. Ils sont ni royalistes ni radicaux, mais sont quand même très attachés à leurs intérêts. Ils créent pour gouverner un directoire composé de 5 personnes. Pendant ce temps, les armées révolutionnaires françaises se battent pour libérer les peuples étrangers de la tyrannie monarchiste et ils n'ont de nouveau pas réussi à vaincre la flotte navale britannique, mais le général Bonaparte s'est couvert de gloire en Italie et en Égypte. Profitant de la grande instabilité politique et de sa grande popularité, Bonaparte fait un coup d'État en 1799 et devient consul à vie. Puis, en 1804, le peuple français accepte par plébiscite que Napoléon Bonaparte devienne empereur. Alors pourquoi il a choisi le nom d'empereur? Tout simplement parce qu'il ne voulait pas s'attirer les foudres des anti-royalistes. Voilà, il est pas fou le mec quoi. Bonaparte crée la Banque de France, le franc, le code civil et remet en ordre le pays. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il se lance dans sa politique d'expansion du territoire. En effet, l'Angleterre a mis en place un embargo sur les navires français. Et Napoléon, il est pas content, ce qui fait qu'il veut faire un blocus contre le Royaume-Uni pour l'asphyxier économiquement. Et pour cela, il doit dominer toute l'Europe. En 8 ans, il va alors parvenir à conquérir une grande partie de l'Europe jusqu'en Russie sans qu'aucune coalition ne puisse l'arrêter. Mais lorsque la grande armée napoléonienne arrive à Moscou, ils s'aperçoivent que les moscovites ont abandonné leur ville après l'avoir brûlée. Sans abri ni nourriture, les troupes vont alors mourir de froid.
et c'est à partir de ce moment-là que Napoléon va subir de multiples défaites qui aboutiront à l'invasion de la France par la coalition. Napoléon est exilé, mais il s'échappera et reviendra pour 100 jours en 1815, mais subira une grosse défaite à Waterloo contre les Anglais et sera exilé sur l'île de Sainte-Hélène où il mourra. Les coalisés vont mettre en place une nouvelle monarchie avec Louis XVIII, puis c'est Charles X qui lui succédera au trône, et on arrive en 1830, qui est une année charnière. C'est tout d'abord le début de la révolution industrielle, avec le chemin de fer qui arrive du Royaume-Uni. Vont alors apparaître deux classes sociales, la bourgeoisie liée aux grandes entreprises et la classe ouvrière en proie à la misère. C'est aussi la relance de la colonisation, avec la conquête d'Alger, puis la conquête d'une grande partie de l'Afrique. Et enfin, en 1830, en France, éclate une nouvelle révolution qui renverse le roi Charles X. Puis son successeur Louis-Philippe connaîtra à peu près le même sort en 1848, ce qui mènera à la Deuxième République et à la mise en place du suffrage universel masculin, de l'abolition de l'esclavage et de la limitation du travail à 10 heures par jour. En 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, fait un coup d'État et se proclame empereur en tant que Napoléon III. C'est aussi lui qui va engager le baron Haussmann pour reconstruire complètement la ville de Paris, mais en 1870, il va entrer en guerre contre la Prusse et va subir une lourde défaite, ce qui va l'obliger à abdiquer, et la France va perdre l'Alsace-Lorraine. La France doit alors payer une grosse indemnité de guerre à la Prusse, ce qui plombe son économie. Arrive alors la Troisième République qui met en œuvre 3 axes de développement. Étendre les libertés des Français, rendre l'école laïque et obligatoire avec Jules Ferry, et relever la France avec la colonisation. La France prend possession de nouveaux territoires en Afrique et en Indochine, et met en place en 1881 le Code de l'indigénat. Celui-ci déclare les peuples colonisés comme des sujets de la France et non pas comme des citoyens. Concrètement, ce code de l'indigénat autorise le travail forcé des peuples colonisés, permet de les arrêter sans procès, leur impose un couvre-feu et les oblige à payer de lourds impôts. Et on arrive en 1914. Alors il faut savoir que depuis la guerre de 1870, les pays d'Europe s'efforcent de créer des alliances avec d'autres pays afin de se renforcer. Et lorsqu'un Serbe de Bosnie assassine l'héritier du trône de l'Empire austro-hongrois, François Ferdinand, c'est tout ce système d'alliances qui se déclenche et qui provoque la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi une guerre mondiale ? Déjà parce que les pays colonisés sont énormément réquisitionnés, ce qui fait participer l'Afrique et l'Asie du Sud, et en plus, au fur et à mesure de la guerre, de nouveaux pays intègrent l'une ou l'autre des alliances, l'Empire ottoman, la Chine, la Bulgarie, les États-Unis, etc. En France, la guerre entre la France et l'Allemagne se transforme vite en guerre de tranchées et fait des millions de morts, et lorsque tout ça se termine en 1918, la guerre a entraîné la chute de 4 empires et a transformé la carte de l'Europe. L'Europe perd son hégémonie mondiale au profit de 2 outsiders, les États-Unis et le Japon. Les Allemands de leur côté doivent payer une grande indemnité de guerre et ont perdu pas mal de territoires dont l'Alsace-Lorraine. Cela fait naître un grand sentiment de frustration chez les Allemands, ce qui laisse la voie libre aux idées d'Hitler dès 1924, ce qui consiste en une politique expansionniste, une nation forte avec les Aryens et bien sûr des boucs émissaires, les Juifs. L'Allemagne annexe l'Autriche en 1938 et envahit la Tchécoslovaquie en 1939, mais l'Angleterre et la France ont trop peur d'une nouvelle guerre et la laissent faire. Et il faut attendre 1939 avec l'invasion de la Pologne pour que l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est la Seconde Guerre mondiale. Le 10 mai 1940, les Allemands lancent une offensive contre la France et la France capitule. Le maréchal Pétain devient alors le chef de la France occupée et le général de Gaulle se réfugie en Angleterre et devient le chef de la France libre, dont la capitale est au Congo à Brazzaville. Et en 1944, une grande partie de l'Europe se fait libérer par l'URSS qui prend possession de ces pays avec les accords de Yalta, mais la France, elle, se fait libérer par les alliés américains et donc ne devient pas communiste. Bilan de cette guerre, 18 millions de militaires morts et 45 millions de civils morts, via notamment les camps d'extermination. Après la guerre s'ensuit une grande période de décolonisation. Alors, pourquoi ? Tout d'abord parce qu'en 1941, Roosevelt et Churchill avaient promulgué la charte d'Atlantique en réaction aux invasions allemandes. Cette charte donnait le droit à tous les peuples à choisir la forme de gouvernement sous laquelle ils veulent vivre. Alors on voit bien l'hypocrisie de cette charte du point de vue des pays colonisés, et c'est pourquoi ils l'ont pris très à cœur. Et ajouter à ça une Europe très affaiblie, une montée en puissance des États-Unis qui sont une ancienne colonie,
et la montée du communisme dans les pays colonisés, et bam, les pays colonisés se révoltent. En 1946, en Indochine, les Viet Minh luttent pour leur indépendance et gagnent la guerre contre la France en 1954. Regardez ma vidéo sur l'histoire du Vietnam si vous voulez plus de détails. Et en 1954, c'est l'Algérie qui se révolte, ce qui entraîne une répression sanglante de la part de la France et qui provoquera la chute de la 4ème République et qui se terminera par l'indépendance de l'Algérie en 1962. Charles de Gaulle revient au pouvoir en 1958 et met en place la 5ème République, puis on arrive à l'époque contemporaine avec mai 68, puis dans les années 80 l'arrivée d'un gros capitalisme et nous arrivons à aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que la vidéo sur l'histoire de France vous a intéressé. Si vous avez des critiques ou des précisions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi, je vous souhaite bon vent. Ciao!